Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vous êtes en train d'assister à une émission spéciale dédiée à la publication du PIB des États-Unis au premier trimestre, le rythme de la croissance économique de l'économie américaine au premier trimestre, un consensus globalement pessimiste, en tout cas qui envisage un ralentissement de cette croissance économique. Sans surprise, c'est quelque chose qu'on observe pour toutes ces grandes économies qui avaient pris un peu de l'avance, ou en tout cas le dessus. C'est notamment hier le cas pour l'économie britannique. Le consensus s'établit à 1%. Le chiffre sera rendu public à partir de 14h30, à 14h30 précisément. Voici donc comment va se dérouler ce point de marché. Et pendant la présentation du plan, je vous laisse prendre le temps de lire ces 5 lignes, ces quelques lignes d'avertissement sur les risques liés au trading. Première partie, une introduction qui sera brève, environ 5 minutes. Seconde partie, j'évoquerai le cas du dollar américain de manière générale à l'aide de notre indice devise US Dollar Index, avec un mot bien sûr sur le taux de change euro-USD. Troisième partie, un point de vue technique sur les grands indices boursiers américains, le Dow, le SP500 et le Nasdaq 100 pour représenter le compartiment technologique. Quatrième partie, un mot sur le pétrole WTI et l'once d'or. L'once d'or, pourquoi? Parce qu'il sera sensible à l'évolution du dollar américain, et le pétrole parce qu'il est haussier depuis un mois et que nous attendons à partir de 16h30 la publication de l'évolution des stocks de pétrole, de barils de pétrole aux États-Unis. Cinquième partie, le Bund, explosion haussière aujourd'hui des rendements obligataires au sein de la zone euro. Le rendement allemand à 10 ans prend près de 60%, le rendement allemand à 8 ans prend 250%. Les reprises sont énormes, un rythme de rebond technique plus vu depuis 3 ans au sein de la courbe des taux d'intérêt de la zone euro. J'en dirai un mot, plusieurs hypothèses sont à envisager. Il s'agit probablement d'une vague de prise de profit, mais qui cette fois-ci est majeure. Et enfin, sixième partie, j'évoquerai largement le cas du dollar néo-zélandais, une vision technique qui sera bien sûr complétée ce soir dans le point de 19h45 pour un suivi du communiqué de presse de la Fed, et à 23h, pas de suivi en temps réel, mais une large préparation en amont de la décision de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Voilà donc, chers auditeurs, le plan de cette émission. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement, c'est ce que me confirme Pablo, son image ok. Merci donc de cette confirmation. Donc, concrètement, ce soir, le communiqué de presse de la Fed, ce soir à 20h, heure de Paris. Attention, pas de conférence de presse, il ne sera donc pas utile d'être face au marché à 8h30 pétante. Les choses se passent avant, il faut être devant la salle de trading DailyFX entre 19h45 et 20h, car concrètement les choses seront jouées à 20h05 ou 20h10, puisque le communiqué de presse, lui, sera rendu public à 20h. Deuxième élément qui est frappant aujourd'hui, et c'est ce que je vais notamment vous montrer ici à l'aide d'un graphique du Bund, le prix de l'obligation d'État allemande à 10 ans, à travers un rebond aujourd'hui spectaculaire des taux souverains au sein de la zone euro. Alors, il n'y a pas que l'Allemagne qui est concernée, mais globalement l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique ou encore la France. Bref, il y a un mouvement général de fort rebond haussier des taux à 10 ans au sein de la zone euro. Petite parenthèse, les taux grecs, eux, sont globalement stables. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été observé hier, à savoir une forme d'évolution inverse, en tout cas entre ces taux à 10 ans des pays principaux et les taux grecs. En tout cas, aujourd'hui, lorsque je me concentre simplement sur la courbe des taux allemands, eh bien, globalement, maintenant, cette courbe est à nouveau positive dès lors qu'elle se situe au-dessus de l'échéance de 6 années, alors qu'il y a encore quelques séances, elle était presque négative jusqu'à 10 ans. Alors simplement quelques chiffres, le rendement allemand à 10 ans plus 57%, le rendement allemand à 9 ans plus 83%, le rendement allemand à 5 ans plus 50%, 8 ans plus 248%, bref, ce rebond impressionnant en pourcentage s'explique aussi parce que la plupart de ces rendements étaient soit négatifs, soit proches de zéro. Donc forcément, lorsqu'on passe de 0,15 à 0,25, ça fait une appréciation en pourcentage qui est impressionnante, mais finalement, lorsqu'on raisonne en point de base, ce n'est pas si transcendantal que cela. De quoi s'agit-il? Plusieurs possibilités sont envisagées. S'agit-il d'un simple mouvement technique? Peut-être. En tout cas ici, lorsque vous étudiez le graphique du Bund, eh bien, il y a en effet un signal technique négatif qui a été donné ce matin à la cassure du prix des 158,94. Je reviendrai sur ces éléments-là car je ne pense pas que ce rebond soit durable. Je pense qu'il s'agit d'un rebond technique, mais qu'à terme, on pourra réenvisager une nouvelle phase de détente de ces rendements obligataires. Donc,
Pour l'introduction, elle sera bientôt terminée, ne vous inquiétez pas, nous avons le temps, il est 20 minutes et j'en parlerai du gold. L'agenda statistique du jour, il est énorme cet après-midi. Les choses se jouent en 3 temps. Notez bien 14h30, 16h, 16h30 et 20h. 14h30 le PIB US, premier trimestre, consensus 1% d'un trimestre à l'autre. 16h les promesses de vente de logements aux États-Unis au mois de mars, consensus 1%. 16h30 toujours aux États-Unis l'évolution des stocks de barils de pétrole. Et enfin 20h la décision de la Fed sur ses taux et un communiqué de presse très attendu. Les choses se jouent donc aujourd'hui en 4 temps dans l'agenda statistique des États-Unis. Alors, on va suivre maintenant le plan que je vous ai proposé. L'introduction est terminée. Nous allons parler du dollar américain. Seconde partie de ce webinaire. J'essaye de dérouler l'ensemble de ce que je vous ai présenté avant de prendre connaissance des chiffres. Vous avez, vous, un chiffre à retenir qui est celui du consensus qui s'établit à 1%. Le dollar US, l'analyse technique est quant à elle sans appel avec un mouvement qui a été largement réalisé en amont. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs semaines, nous avons des statistiques américaines qui sont en retrait du consensus, pas négatives, pas mauvaises, mais en retrait du consensus. Les toutes dernières données liées aux anticipations de remontée des taux d'intérêt aux États-Unis sont les suivantes. Il y a désormais 73% des économistes interrogés qui n'attendent pas une remontée des taux avant le mois de septembre. Donc on voit clairement que les choses se sont déplacées dans le futur. Et conséquence immédiate ici sur le graphique de l'US dollar index, eh bien en analyse chartiste, la matérialisation d'une figure bien connue en double sommet sous 12 150. Cassure de la ligne de coup hier matin. Les choses se sont passées hier matin de manière très insidieuse, de manière très lente, car avant l'ouverture de la session US, en plein cœur de la matinée en session européenne, US dollar index a cassé donc ce niveau qui laisse envisager eh bien, en effet une poursuite du repli en direction des 11 736. Alors attention, je me garde bien de toute anticipation. Les signaux techniques sont présents depuis une dizaine de jours, de puissants mouvements se sont développés, le chiffre tombe dans 6 minutes, c'est une chance sur 2. Je n'ai aucune idée du chiffre qui va tomber, d'ailleurs personne ne le sait. Et ce qui est certain, c'est que la réalité statistique peut bouleverser un mouvement qui, de toute façon, s'est déjà bien développé ici sur l'US dollar index. Alors par contre, en utilisant cette même analyse technique, on peut désormais considérer les 11 890 points comme une résistance. Si jamais le marché effectuait donc un rebond en direction de cette résistance. Mais voilà, voilà où se trouve désormais ce qui pourrait être une target sur cet indice devise. Deuxième partie de ce point de marché terminé. Un mot maintenant sur le taux de change euro-dollar. Forcément, c'est la même chose, mais en sens inverse. Le dollar US qui se reprend, qui baisse face à un panier de devises, notamment face aux devises européennes, notamment l'euro, le GBP, l'eurodoll, environ 450 pips de reprise depuis le 13 avril dernier. Sur fond d'un certain nombre de choses, essentiellement du fait du dollar US, mais peut-être aussi qu'il y a au fond toujours des espoirs que notamment le remaniement en début de semaine de l'équipe de négociateurs du gouvernement grec avec l'Eurogroupe permettent d'atteindre un accord. En tout cas, l'euro-dollar peut aller chercher indice 50 $, le sommet du mois de mars dernier. Bon, là, vous allez me dire, c'est pas bien compliqué, on est à 30 pips. Ok, mais l'analyse technique, elle donne des signaux positifs, et notamment depuis, d'une part, la réintégration des 1,0713, mais surtout, depuis ici, la cassure des 1,0790. Quand les cours sont sortis par l'eau de cette espèce de pattern, depuis on a une reprise, la target elle se situe là, indice 50, ça c'est une cible qui peut être acquise, qui peut d'ailleurs faire réagir les cours. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que le marché a déjà bien réagi aux anticipations de ralentissement du niveau de la croissance économique aux États-Unis. Si votre question est, imaginons que le PIB ressorte effectivement à 1%, et que le dollar remonte, et que l'euro-dollar baisse. Si votre question est, mais la croissance ressort à 1%, pourquoi l'euro-dollar baisse? Je vais vous dire, parce que ça fait 2 semaines qu'il monte et qu'il a pris 500 pips. Les marchés sont de toute façon toujours dans l'anticipation. Donc pour aller plus haut, pour déborder indice 50 $,
il faut que d'une part, cette croissance soit en effet égale à 1%, voire même que le ralentissement de la croissance économique soit supérieur au consensus. En tout cas, voilà donc pour ceux qui ont tenu des positions longues sur l'euro-dollar, sachant que ce n'est pas la majorité, puisque selon notre Speculative Sentiment Index, 70% des traders particuliers qui négocient l'euro-dollar chez FXCM sont majoritairement à la vente, et ce pourcentage ne cesse de se renforcer à mesure que le taux de change monte. Donc voilà, c'est toujours l'approche contrarienne, les traders particuliers à contre-tendance des mouvements dominants, ce qui ne fait finalement qu'entretenir la hausse à travers un phénomène de réservoir des capitaux et aussi probablement des stops de position short qui sautent un à un depuis la reprise des 1,05 $. En tout cas, voilà donc où en est actuellement le taux de change euro-dollar avec cette target importante qui se situe entre 1,1040 et 1,1050 $. Cet après-midi, forcément, on parle de statistiques américaines, on parle du PIB des États-Unis, des promesses de vente de logements en mars aux États-Unis, des stocks de pétrole aux États-Unis, de la décision de la Fed, qui est la banque centrale des États-Unis. Bon, bref, entre 14h30 et 20h, finalement, on va s'intéresser qu'aux actifs des marchés boursiers US, notamment ici le dollar US et forcément les grands indices boursiers. Alors ces grands indices boursiers, j'estime qu'il y a toujours deux catégories. D'une part, les indices Nasdaq, en tout cas le compartiment technologique, avec un indice qui, moi, me plaît beaucoup, c'est le Nasdaq 100, qui d'ailleurs hier a effectué le pullback dont je vous ai parlé sur le précédent top de l'année 2015 à 4483 points, une mèche basse avant de se reprendre. Bon, il y avait bien sûr des éléments liés entre autres à certains titres qui ont connu des rumeurs, bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas voilà ce qui s'est passé. J'estime toujours que nous avons dans cette zone-là, sur le Nasdaq 100, qui est comprise entre 4460 et 4480, une zone de support qui, moi, m'intéresse. Donc j'aurais tendance à chercher à l'exploiter. Les choses sur les indices boursiers US peuvent se jouer ce soir, car si le ralentissement de la croissance économique US se confirme, on peut envisager bien, que cette actualité macro fasse réagir la Fed. Alors d'ailleurs, pour revenir justement sur cette mèche ici, sur l'indice Nasdaq, oui, donc ce sont notamment la publication peu avant la clôture des chiffres décevants de Twitter, hein, forcément, bon, vous l'avez suivi, qui s'est traduit par une correction de 18%. Voilà, c'est ce qui a pu expliquer hier cet élément-là. En tout cas, voilà, c'est la partie titre. Bon, moi, le Nasdaq 100, de toute façon, au-dessus des 4460 et des 4480, est toujours un indice qui m'intéresse au plus haut point. Alors 14h29, écoutez, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va mettre le dollar US en plein écran et je vais observer comme vous ce qui se passe et puis envisager ensuite la suite des événements et je déroule la suite du plan. J'en suis à la troisième partie et j'ai pour l'instant évoqué le cas du Nasdaq. Alors si quelqu'un a le chiffre, hein, n'hésitez pas à me le communiquer. Moi j'attends le chiffre comme tout le monde. La seule chose que je sais, c'est le consensus. Alors le dollar a priori baisse. Donc donne pourtant pour le moment raison à l'analyse. 0,2%, c'est très mauvais. Forcément c'est encore plus décevant que ce que le marché anticipait, donc le dollar américain confirme l'analyse technique et d'une certaine façon on peut reconnaître là la force précurseur de l'analyse technique puisque cette analyse technique permettait dès hier matin de valider un double top sur notre indice FXCM Dow Jones Dollar Index, ce qui permet d'envisager en effet la poursuite de la baisse du dollar américain, ici en direction des 11 736. Le dollar américain est donc sous pression, notamment face aux devises européennes. Nous avons tout d'abord un chiffre qui permet d'envisager l'atteinte de cette cible à 1,1050 $, mais probablement de la déborder, en tout cas de tenter de la déborder. Donc les choses se déroulent plutôt dans le sens de ce que suggérait l'analyse technique. Que peut-il se passer si, alors oui en effet 0,2%, c'est nettement en retrait du consensus, c'est extrêmement bearish pour le dollar américain et forcément c'est haussier
Notamment, je vois ici une réaction initiale de l'once d'or qui est intéressante. Mais si vous le voulez bien, on va se concentrer sur l'euro-dollar. Donc le chiffre, vous l'avez, 0,2%. C'est mauvais. Après, ça rappelle en effet ce qui s'était produit au premier trimestre de l'année dernière, qui avait été mauvais pour tout un tas de raisons. Je me souviens, on évoquait des raisons climatiques, des choses comme ça. Dans tous les cas, admettons tout de même que le consensus envisageait 1%, qui traduisait déjà une anticipation de ralentissement. Je pense que 0,2% surprend quand même le marché. Et cette surprise s'illustre à travers la poursuite de la baisse ici, ou en tout cas l'approfondissement de la baisse ici sur le dollar américain. Alors nous avons les datas, maintenant reste à savoir comment la Fed va l'interpréter. Je vous rappelle que le FOMC est réuni depuis hier et que actuellement sur la côte est des États-Unis il est 8h30, donc ils ont pleinement le temps d'intégrer ces chiffres et de peaufiner leur communiqué de presse. Donc voilà, il faut bien réaliser que ce chiffre-là sera intégré ce soir dans le communiqué de presse de la Fed, qui pourrait, par exemple, c'est pas vrai? Non, c'est déjà fait d'après toi? Donc ça, on ne s'en rendra pas du tout compte? D'accord, ok. Donc Adriane me précise que a priori ce chiffre préliminaire ne sera pas intégré parce que la Fed n'utilise que les chiffres définitifs. Donc en gros, c'est une estimation préliminaire. Il va falloir attendre quelques semaines avant d'avoir la croissance définitive. Bon, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va amener le marché à s'interroger sur les perspectives de la politique monétaire de la Fed et à revoir leurs anticipations. C'est de toute façon bearish, baissier si vous voulez, pour le dollar US. L'analyse technique permet de viser quoi? 11 736 points. Attention, peut-être une cible intermédiaire, ce que j'appelle ici une ligne de canal. Je reporte en fait la parallèle de cette oblique de résistance tracée sur les bougies japonaises H4 de l'US Dollar Index. Il existe donc une cible intermédiaire qui se situe aux alentours des 11 780. Mais en tout cas, voilà, là c'est quand même baissier pour le dollar US, c'est un fait. L'euro-dollar atteint quant à lui donc cette target à 1,1050. C'est une résistance, c'est la résistance majeure. Par 3 fois le taux de change euro-dollar a échoué. Le 18 mars, le 26 mars et le 6 avril. Je n'anticiperai pas le débordement de cette résistance, même si un certain nombre d'éléments permettent de l'envisager, notamment les données de notre Speculative Sentiment Index. Ce qui est par contre certain, c'est que si le taux de change euro-dollar déborde les 1,1050 $, c'est pour, cette fois-ci, c'est pas pour gagner 100 pips, quoi. Si on déborde 1,1050, on ira rapidement en direction des 1,1160, puis des 1,1250, mais probablement derrière des 1,1380, des 1,1460, voire des 1,15. Des 1,15. Donc, j'éviterai, même si on peut avoir une réaction initiale, d'adopter une stratégie de vente sous les indices 50. Selon moi, le risque est haussier. Le risque est à une cassure de la résistance des indices 50 $, du fait à la fois du dollar américain, qui est baissier, et aussi bien sûr de l'euro, qui de toute façon, lui, a tendance à être renforcé. Donc, je le laisse ici en plein écran. Voilà, quelqu'un nous reposte ce qui s'était passé. Donc, voilà, donc un visiteur nous rappelle qu'en 2014, au premier trimestre, le consensus s'établissait à plus 0,1 et que l'estimation finale, non pas la première estimation, était ressortie à moins 2,1. Alors, fort à parier que quelque chose comme ça pourrait à nouveau se produire cette année. Nous avons 1% au consensus, 0,2% en estimation finale, en estimation préliminaire. Peut-être que nous aurons moins 1% en estimation finale. Aucune idée. Il va falloir être patient. Cette estimation finale sera connue, je vous donne ça immédiatement. Cette estimation finale sera connue le 27 mars. Non. Un instant, je trouve ça. Le 24 juin 2015. Et il y aura une seconde estimation le 29 mai 2015. Et le chiffre final sera connu le 24 juin 2015. Voilà, ça fait partie des dates ici à suivre. C'est donc a priori à partir du 24 juin 2015 que la Fed pourra intégrer dans les perspectives de sa politique monétaire
cette croissance économique au premier trimestre. Dans tous les cas, c'est baissier dollar US. Cela me paraît être une mauvaise chose du point de vue du momentum, du point de vue du positionnement des particuliers et des signaux techniques relevés du côté du dollar américain de shorter les indices 50. J'ai presque même envie de dire qu'on peut envisager une cassure haussière et peut-être après prendre un pullback, comme il est tout à fait exclu d'acheter sous la résistance. Donc là, le marché se situe en position de prendre des bénéfices pour ceux qui ont suivi les signaux techniques d'achat donnés dans une clarté technique assez propre depuis le 13 avril. Mais voilà, moi je pense que le risque est à la hausse et que on pourrait peut-être même envisager ce soir un euro-dollar à 1,1150. C'est possible. Après, voilà, il faut casser la résistance. Bon, voilà pour le taux de change euro-dollar. Je reprends mon plan. Je vous ai parlé du Nasdaq. Le Nasdaq qui lui recule, mais de manière résiduelle. Moi, les indices boursiers US, le Nasdaq m'intéresse sur 4460 points, 4480 points, essentiellement du fait des résultats qui sont globalement solides du côté du compartiment technologique US. J'aurai une lecture un peu différente des indices Dow et SP500. En tout cas, voilà, si vous vous intéressez à un indice US, intéressez-vous ici à cette zone 4470, 4483. Alors je vais quand même live. Ça franchit l'euro-dollar, c'est donc plus rapide que ce que je pensais, ça tente de passer. Alors déjà, attendez-vous à une réaction initiale impulsive dans le sens où là, des stops de protection vont sauter, puisque je peux imaginer que toute une série d'ordres de protection est positionnée au-dessus de la résistance. Donc vous avez ici à travers la hausse immédiate des stops, ce sont des stops qui sautent là. Pourquoi? Parce que les positions vendeuses sont protégées depuis la mi-mars, en mettant des stops de protection au-dessus ici des indices 50. Donc en clair, je pense que nous pouvons avoir une cible immédiate que j'établirai à 1,1130. Ici sur le taux de change euro-dollar, on a un niveau chartiste qui s'établit ici. Et puis on a cette ancienne ligne de tendance chartiste, voilà, qui passe sur les 1,1130, 1,1140. Cela peut être une cible atteinte d'ici ce soir ou après justement le communiqué de presse de la Fed. Donc déjà nous avons un niveau horizontal qui est en train de changer de statut. C'est un pivot qui est attaqué. Voilà, donc les choses se passent plutôt bien avec désormais un premier support chartiste qui s'établit ici sur le niveau des 1,09 désormais 90. Bon, voilà en l'état ce qui se passe du côté du taux de change euro-dollar. Le Nasdaq, je l'ai évoqué, ce marché, je surveille un retour sur support. Les indices US, S&P 500 et Dow Jones sont dans des ranges et n'en sont pas sortis. Ces marchés sous-performent le Nasdaq et en l'état ne m'intéressent donc pas. Mais donc absolument pas. Ils ont globalement une dynamique qui est positive depuis le début du mois d'avril, mais cette dynamique positive, en fait, il faut la nuancer. Il s'agit simplement d'un basculement de la partie basse d'un range à la partie haute. Voici dans quoi évolue le SP500, qui a d'ailleurs tapé hier une extension importante à suivre à 2126 points, 0,618 coefficient multiplicateur appliqué à cette jambe de hausse au point bas de cette conso, permettant d'attraper 2126. Bon, il y a la possibilité de voir le SP500 revenir travailler cette zone, je ne sais pas moi, 2095, 2100. Après, ça peut réagir là-dessus. Du côté des indices US, ce qui va vraiment importer, c'est la façon dont la Fed interprétera, donnera en fait les perspectives de sa politique monétaire. Donc, mais je ne serais pas surpris finalement que d'ici ce soir, on revienne tester 2095, 2100. C'est une zone qui est digne d'intérêt ici sur le SP500. Moi, cette zone m'intéresserait. Donc voilà, 2095 peut attirer les cours sur le SP500. De même que les 4480 sur le Nasdaq 100, perso, c'est conseil d'achat sur cette zone. Et alors par contre, le Dow Jones, lui, il est aussi en risque de se replier vers les 17 900 points. Bon, les indices US ne sont pas réellement là intéressants, mais surveillez quand même des mouvements de retour sur le Nasdaq 100. Non, par contre, les choses se passent du côté du taux de change euro-dollar. Je crois que vous avez d'ailleurs encore, je vais essayer d'aller retrouver ça sur notre site. Voilà, 70% des traders particuliers sont à la vente avant le FOMC
c'est un article que nous vous avons proposé ce matin, c'est excessivement élevé. Le réservoir des capitaux vendeurs est à ras-bord. En clair, il était à ras-bord avant les chiffres, il est à ras-bord avant le FOMC. J'ai toujours pris en fait cette métaphore. Imaginez deux bidons. Premier bidon qui représente les capitaux disponibles pour les stratégies de vente. 70%, nous sommes historiquement sur un niveau proche du ras-bord. Et lorsqu'un compartiment est à ras-bord et que vous le remplissez davantage, il ne peut que se vider. C'est ça en fait la façon métaphorique, je dirais, de représenter l'utilisation que nous pouvons avoir des données de notre Speculative Sentiment Index, dont vous avez ici sous les yeux les conséquences haussière donc sur le taux de change euro-dollar, mais en fait globalement baissière du côté du dollar US qui je pense bien peut revenir. Moi ce que je surveille en fait c'est le niveau ici du 26 février 2015 ici sur le dollar américain, et je pense qu'on peut se replier en direction des 11 736 points. Voilà donc ce que je pouvais vous livrer comme première approche débriefing du dollar US, du taux de change euro-dollar. Forcément, le GBP USD a pulvérisé, si vous me permettez l'expression, tous les objectifs que nous avons proposés hier, notamment depuis la cassure des 1,5260, la reprise sur 1,5190, et ce qui était globalement surprenant, à savoir la réaction fermement haussière de la livre sterling aux chiffres décevants du niveau de la croissance économique au Royaume-Uni au premier trimestre. Bon, c'est décevant, mais ça reste quand même beaucoup plus solide que le chiffre dont nous venons de prendre connaissance aux États-Unis. Parenthèse, le 7 mai prochain, les élections législatives au Royaume-Uni. Mais encore une fois, là, les mouvements ont été réalisés sur la livre sterling bien avant cet événement politique. Le GBP Yen, le GBP USD, le GBP NZD, des stratégies que l'analyse technique, et probablement seule l'analyse technique, permettait d'attraper depuis quelques semaines. Quel target sur le GBP USD peut-on viser davantage? Oui, je pense. 1,54 c'est atteint, mais je ne serais pas surpris finalement que ce marché aille chercher jusqu'à 1,5485, voire 1,55. Mais 1,5485 c'est un niveau horizontal à suivre ici sur le GBP USD. Le NZD-USD, aujourd'hui, c'est probablement la paire de devises qui est la plus concernée par l'actualité, parce que d'une part, le dollar US, c'est la monnaie du jour, mais c'est aussi une journée importante pour le dollar néo-zélandais, avec ce soir une décision de politique monétaire de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Donc forcément, NZD-USD, ça peut être quelque chose d'assez sportif. Dans un premier temps, on a une réaction qui est globalement haussière sur le NZD-USD depuis la fin de semaine dernière, du fait du dollar US qui est sous pression. Cependant, ce marché teste encore une résistance importante à 0,7740. Je suis méfiant, car disons que c'est certain. L'idée, c'est que la meilleure paire de devises pour une baisse du dollar néo-zélandais, c'est le GBP-NZD. On en a beaucoup parlé depuis la reprise sur un support mensuel la semaine dernière, et depuis une succession de signaux techniques d'achat, reste que le marché pourrait désormais rester en statu quo d'ici ce soir, d'ici 23 heures. J'en parlerai en fin de webinaire de toutes ces paires de devises en dollars néo-zélandais. Quatrième partie, comme promis, l'étude du prix des métaux précieux. Je pense que si l'euro-dollar et le GBP-USD s'apprécient fortement du fait de la baisse du dollar US, j'ose imaginer que l'once d'or confirme les signaux donnés depuis lundi 27 avril. C'est en effet ce qui se passe. Alors pourquoi que s'est-il passé le lundi 27 avril d'un point de vue de l'analyse graphique? Une structure en avalement haussier, avec un chandelier du 27 avril qui est venu englober les séances du 24 avril, du 23 avril, du 22 avril, du 21, du 20, du 17, du 16, bref, je ne vais pas toutes les citer, 10 séances avalées en une seule séance, me permettant à ce moment-là de vous proposer une target à 1220 $. Le marché a fait hier 1215, peut-on encore croire aux 1220 $? Je dis oui. Je dis oui. Je pense que oui.
et notamment parce que lorsque j'utilise encore mes bougies japonaises en données 4 heures, j'observe que le marché réagit bien sur un support intermédiaire qui s'établit à 1207 $. Alors certes, on a une mèche ici à 1204, mais les mèches, les ombres hautes et basses des chandeliers ne font que représenter la volatilité haute et basse. Les signaux sont donnés par les corps. Et entre autres, pourquoi? Parce que c'est soit le cours d'ouverture, soit le cours de clôture. Et finalement, en cours de clôture, le marché n'a jamais brisé ce support intermédiaire à 1207 $. Mieux, il rebondit. Alors, le rebond là de 4 $ est dû à l'USD. Hein. Je pense que le XAU, globalement, tout le monde s'en fiche du XAU. Le XAU, il sert à rien en fait. Mais l'USD, oui, ici, a un rôle. Et il baisse. Donc, le XAU-USD, oui, l'once d'or peut remonter en direction des 1220 $. Que peut-il se passer sur son petit frère ou son grand frère, comme vous voulez, l'argent? Je pense que c'est globalement la même chose, avec un argent métal qui réagit sur un support à 16,47 $. Je pense que l'argent peut revenir chercher. En fait, étonnamment, j'ai une préférence énorme pour l'once d'or. Mais bon, si je pense que l'or peut rebondir à 1220, bon bah peut-être que l'argent peut aller chercher 16,80 voire 17. C'est possible. En tout cas, tant qu'il tient ce support qui s'établit à 16,47. Alors, je continue le plan du point de marché et on va envisager maintenant le cas du Bund, des taux, et ensuite des indices boursiers de la zone euro et ensuite du dollar néo-zélandais. Et après vos questions. Les taux. Alors, c'est une journée importante pour le dollar US, mais en fait, ce qu'on observe aujourd'hui sur le dollar US, c'est sans surprise du point de vue de l'analyse technique et sans surprise du point de vue des anticipations. Non, aujourd'hui, si je devais citer un marché qui est surprenant, au moins en amplitude, c'est le marché des taux d'intérêt souverains. Explosion haussière des rendements obligataires au sein de la zone euro. Alors généralement, on est habitué à voir le rendement grec exploser à la hausse. Mais aujourd'hui, c'est le rendement allemand. Et c'est toute la courbe des taux d'intérêt souverains allemands qui s'envole. De l'échéance 1 an aux 10 ans. Et des taux de croissance à 2 chiffres. Alors bon, forcément, lorsqu'on est à 0,02 et qu'on va à 0,04, bon, bah, ça fait 100%, donc c'est rapide. Mais dans tous les cas, c'est une journée un peu de rupture sur le compartiment des taux au sein de la zone euro. Je pense que les taux d'intérêt finiront par se redétendre, mais pas forcément dès aujourd'hui ou dès demain. Si je regarde les bougies japonaises du Bund, et notamment en données journalières, on a en effet donné un signal technique négatif. La cassure d'une ligne de tendance qui existe sur ce marché depuis l'automne 2014, donc c'est pas rien. D'une certaine façon, on peut désormais considérer que ce qu'a fait le marché à 160,70, lorsque le rendement s'est d'ailleurs approché de 0%, comme un excès haussier, le marché corrige une vitesse de hausse sur le prix ou de baisse sur les rendements excessive. Mais je n'y vois pas une inversion définitive de la dynamique. Et en plus, il y a une divergence sur le Bund que vous pouvez observer ici sur l'indicateur technique RSI. Qu'est-ce qu'on peut envisager maintenant à court terme sur ce marché? Je pense qu'on peut se replier davantage, peut-être au moins en direction des 157,48. Éventuellement 156, je n'en sais rien en fait. Je suis surpris. Hein. Moi je fais confiance à l'analyse technique. Hier je vous disais qu'on testait une ligne de tendance. C'est vrai, on la testait. Bon, bah, on la casse ce matin. On la casse, c'est un signal technique qui est vendeur. Moi dans mes points de marché, vous le savez, j'utilise surtout l'analyse technique. Mais j'essaye tout de même d'accrocher mes scénarios techniques à un cadre fondamental, d'où souvent mes introductions que certains jugent parfois trop longues. Mais j'essaye toujours de remettre ça dans un cadre. Mais en l'état, voilà, je pense que désormais ce niveau est une résistance. Et qu'en l'état, on peut aller chercher 157,48, voire 156. 156, attention, c'est tout de même le point de départ
du lundi 9 mars de l'engagement du programme d'achat d'actifs de la BCE. C'est quand même un niveau qui est susceptible de tenir à terme. Cinquième partie, les indices boursiers européens. Les indices boursiers européens sont sous pression depuis la mi-avril et une semaine qui avait été particulièrement baissière, notamment sur le DAX mi-avril, où le marché avait fait moins 5%, voire moins 6% en une semaine. Les valeurs industrielles, qu'est-ce qui se replie aujourd'hui au sein de la zone euro? Je vais vous donner en live la performance des grands secteurs. Secteur industriel, matériaux de base, pétrole et gaz, bon, globalement tout se replie. C'est une vague de prise de bénéfices. La reprise du taux de change euro-dollar joue forcément. D'ailleurs, si je regarde aujourd'hui ce qui bouge dans l'indice CAC 40, on devrait quand même trouver certains titres, et notamment, je cherche, bon, globalement tous les titres se replient à peu près de la même façon, donc il n'y a pas de variation excessive, mais on retrouve quand même Valeo, Total, Technip, Peugeot, Renault, les valeurs financières Michelin, bon, voilà, les financières, les grandes valeurs industrielles. Qu'est-ce qui se passe sur l'indice CAC 40? Vous l'avez sous les yeux, le CAC, dans un range depuis le 8 avril, entre 5130 et 5280, au-dessus de nos têtes, ce qu'on peut considérer comme étant la ligne de tendance primaire, en tout cas celle qui attrape tous les sommets de marché sur le marché standard, là, depuis l'année 2000, enfin c'est le sommet de l'année 2000, le sommet de l'année 2007, une ligne de tendance que tout le monde connaît, que le marché est allé chercher à 5285, dans un range dont les cours l'attendent de sortir par le bas. On teste d'ailleurs un niveau qui est important, qui se situe à 5100 points. Bon, il y a peut-être un risque de voir ce marché retomber à 5000 points, mais honnêtement, les indices boursiers de la zone euro, autant je trouve que sur le Forex, on voit les choses de manière assez limpide, il y a des signaux techniques qui sont directionnels. Les marchés actions de la zone euro ne sont plus directionnels en swing depuis le milieu du mois d'avril. Et je ne suis pas certain qu'ils prennent une phase directionnelle qui puisse durer plusieurs semaines. Alors, bon, forcément, lorsque je regarde le DAX ici, en m'appuyant sur un chandelier H4, et bien cette fois-ci, si j'avais la clôture H4, on l'aura dans 7 minutes. Mais globalement, oui, on a quand même le sentiment que ce marché tente d'une part de briser cette fameuse moyenne mobile à 50 jours qui, avec la moyenne mobile à 200 jours, permettait d'attraper un range depuis le 17 avril, ou pourrait baisser le DAX s'il confirme. Écoutez, moi je vais raisonner de cette façon-là, je vais prendre une extension de Fibo et on va raisonner dans le cadre d'une correction en 3 temps. Déjà un premier niveau, 11 610 points, qui vient d'être atteint d'ailleurs. 11 610, c'est le pivot à suivre. C'est d'autre part un niveau horizontal, donc c'est à la fois une extension et c'est ce niveau-là horizontal. Si le DAX enfonce les 11 600, où va-t-il? C'est une question que je relève dans le chat. Où va le DAX s'il devait enfoncer les 11 600? Eh bien, je pense que la prochaine cible s'établirait à 11 325. 11 325. Mais voilà, ce n'est pas fait. Donc globalement, par rapport aux signaux, aux cassures que font les indices boursiers européens depuis 2 semaines, je suis méfiant. Autant j'accorde beaucoup d'intérêt à ce qui se passe sur le Forex ou à certaines matières premières, avec des signaux techniques qui permettent d'attraper des scénarios swing. Prenez le GBP-NZD, le GBP-Yen, l'Eurodoll, l'USD4, bref, il y a des scénarios qui durent depuis 2-3 semaines, qui sont propres, qui sont bien directionnels. Je trouve que c'est moins le cas sur cet horizon de temps, sur les indices boursiers de la zone euro. Le CAC teste donc les 5100 points, support. Le DAX, c'est les 11 600 points, 11 610, support. Alors, je continue selon le plan que je vous ai proposé en début de webinaire et j'enchaîne sur le pétrole et enfin le dollar néo-zélandais. Le pétrole, journée importante pour lui, comme chaque semaine, publication à 16h30 de l'évolution des stocks de barils de pétrole aux États-Unis. Le marché anticipe un très net ralentissement du restockage de barils de pétrole. Selon le consensus, à peine 1 million de barils la semaine dernière. C'est faible par rapport à ce qu'on observe depuis plusieurs semaines. Ce n'est pas une fin
du processus de restockage, c'est simplement un ralentissement de la vitesse de restockage. C'est quand même globalement quelque chose qui tend à soutenir le rebond du prix du pétrole, qui globalement est aussi soutenu par la baisse du dollar. Que nous dit maintenant l'analyse technique? C'est le statu quo, stand-by, au-dessus d'une ligne de tendance haussière en place depuis le 1er avril. J'ai fait l'hypothèse hier d'une formation en triangle symétrique qui fonctionne plutôt bien puisqu'elle s'est confirmée depuis quelques heures. Les cours sont enfermés à l'intérieur. Deux possibilités. Le marché en sort par le bas et retourne chercher la MM20 et le support à 54 $. Un support pour une stratégie positive. Mieux que ça, les cours sortent immédiatement par le haut de cette configuration triangulaire pour rejoindre les 60 $. Alors, peut-on revoir 60 $ sur le prix du pétrole? Autre question. Alors bien sûr que le rebond du taux de change euro-dollar et le rebond du pétrole, ça fait partie des choses qui sont négatives pour le marché action de la zone euro. Ça c'est un fait. Puisque beaucoup d'actions ont profité de la baisse du prix du pétrole et son maintien sur un niveau bas, et de même que le maintien sur un niveau bas du taux de change euro-dollar. Donc peut-on envisager un prix du pétrole rejoindre les 60 $, voire les 64 $? Moi je dis c'est possible. Et c'est ce que je pense de toute façon depuis le piège sous les 44, depuis le rebond sur 50, depuis la cassure des 54. C'est ce que je pense, donc oui. En plus, j'ai l'impression que sur le RSI, on fait une espèce de biseau, là, de biseau descendant avant de connaître une sortie par le haut. Donc voilà, je reste plutôt globalement confiant sur les perspectives de l'évolution du prix du pétrole. Alors je reviens sur le rythme de marché du dollar US qui est venu chercher cet élément chartiste que je vous ai présenté tout à l'heure, un canal de baisse. Le dollar US vient d'atteindre la partie basse d'un canal baissier en données 4 heures qui s'établissait à 11 785 points. C'est ce que j'appelle là du rythme de marché. C'est-à-dire qu'on a une dynamique, on envisage des cibles tant que le marché se maintient sous une résistance qui s'établit à 11 886. Après, il y a le directionnel et il y a la façon dont les cours se dirigent vers une cible. Les mouvements, les oscillations. Et c'est là qu'un canal chartiste peut aider à apprécier les choses. Donc voilà en tout cas une réaction du dollar US dans la partie basse de ce canal. Et j'établirai sur ce marché une première résistance à 11 832 points. 11 832 points, qu'on doit d'ailleurs globalement retrouver sur le taux de change euro-dollar avec le support à 1,0991. Alors d'ailleurs il est 14h59, c'est désormais maintenant et à partir de maintenant que je peux utiliser le chandelier H4 du taux de change euro-dollar, et en l'état, eh bien, le chandelier H4 du taux de change euro-dollar ne donne pas de cassure des indices 50 ni même des indices 40. J'ai presque même envie de dire que le chandelier H4 du taux de change euro-dollar ressemble, en tout cas, c'est un chandelier qui ne permet pas de dire cassure de la résistance. Alors voilà, je pense avoir suivi le plan. Le dollar néo-zélandais, je peux en parler, je vais en parler, mais je vais maintenant répondre quand même à vos questions. Alors c'est parti. Ah oui, alors première chose, j'ai oublié de vous en parler, je l'ai posté. Le concours des analystes, il est ouvert chez DailyFX, mais il est ouvert dès maintenant. C'est-à-dire que là, je vais cliquer sur le lien, faites comme moi, le lien dans le chat, voilà sur quoi vous arrivez. C'est-à-dire que il faut participer maintenant. Pourquoi? Parce que ce premier concours se termine lundi prochain. Donc en gros, là, d'ores et déjà, maintenant, allez-y, vous pouvez poster une analyse sur le DAX. À la clé, vous gagnez un iPad R2. L'analyse, elle fait 300 mots maximum. 300 mots, c'est pas grand-chose. Vous pouvez utiliser Word et l'outil statistique de Word pour voir la taille de l'analyse. Vous avez ici donc un exemple, une partie fondamentale, une partie technique, un graphique c'est optionnel mais c'est quand même bienvenu. Votre objectif pour le DAX, le vendredi 8 mai 2015 à 16 h. Voilà donc ce que vous devez donner en conclusion. Votre objectif de cours sur le DAX au 8 mai 2015 avec un concours qui donc prend fin le lundi 4 mai en fin de journée.
Et après, nous avons 4 jours pour un peu débriefer tout ce que vous nous avez proposé. Donc, participez, ça ne mange pas de pain. C'est sur le DAX. Pour poster votre analyse, vous avez cette section. Donc, postez ici votre analyse de 300 mots maximum dans la mesure du possible. Voilà, donc pour l'instant, pas d'analyse. Mais Sylvain qui est dans l'attente de vos analyses. Donc, merci de participer si cela vous intéresse. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Alors sur le taux de change euro-dollar, les choses vont se jouer, ne sont pas pour autant perdues. Je pense que le risque reste haussier. Je pense qu'il reste haussier. Forcément, il y a une réaction initiale à indice 50. C'est pas surprenant. Indice 50, c'est quand même une sacrée résistance. Et le marché a quand même rebondi de 600 pips. Que s'est-il passé à l'époque? Que s'est-il passé notamment le 18 mars? Là, il y avait un rejet clair, net et sans bavure. Que s'est-il passé le 26 mars? Un test des indices 50, très rapidement neutralisé par le chandelier H4 suivant, en l'état. Le 26 mars, on a eu un avalement baissier H4 sous les indices 50. C'était terminé. Ok. Que s'est-il passé le 6 avril? Une ligne pénétrante baissière en données H4. C'était terminé. Que va-t-il se passer maintenant? Aucune idée. Ce que moi je peux vous dire, c'est que le chandelier 4 heures qui va être réalisé entre 15h et 19h sera la clé. Grâce au chandelier 4 heures qui va clôturer à 19h, heure de Paris, on aura la suite et la direction du taux de change euro-dollar pour très longtemps. À l'image de ces swings, ici un swing qui avait duré voilà, pour 2 semaines. On aura la tendance pour 2 semaines. Donc voilà, c'est majeur. Voilà, donc franchement, il faut bien l'avoir sous les yeux ce marché. Et j'aurais tendance à croire désormais que les 1,0990 sont un bon niveau de support. On peut même envisager un stop là-dessous pour viser une cassure. Bon, après voilà, les plus prudents d'entre vous, ils peuvent attendre la cassure effective, peut-être au moins horaire, des indices 50. Après, c'est vous qui décidez un peu la façon dont vous souhaitez procéder. Alors, les commentaires, ok, donc le PIB US, bon, c'est sans surprise. Le Bund et les taux d'intérêt, j'en ai parlé déjà. Alors, bon. Alors, visiteur, une question. Donc, la rallonge du budget de la défense devrait-il booster des titres comme Thales, Safran, Dassault, ça, bon, bah, oui, forcément, ce sont des titres qui appartiennent au secteur, ça peut les aider. Probablement que oui. Et le DAX, un mot sur le DAX. Eh bien, on va dire un mot du DAX. Alors, le DAX, on va le décortiquer, le DAX. On va faire ce que vous aimez bien, notamment avec Sylvain. Moi, le DAX, je vous dis ça. Je vous dis que la cassure de la MM50 permettait de viser 11 612. La précision des extensions de Fibonacci. Hop, hop. Dans le cadre d'une correction en 3 temps, je m'intéresse toujours au 0,618 qui est donc ici. Donc j'ai un temps, 2, et j'estime qu'on a démarré une C. A, une B en flat et une C. Ok, ça c'est une correction. Au moins en 3 temps. Après, je sais pas, ça se peut on démarre une phase en 5 temps, aucune idée. Mais partons du principe qu'on est au moins dans ce 3e temps. Première target, 11 612, c'est fait. Ce qui m'intéresse d'ailleurs avec cette extension de 0,618, c'est qu'elle se confond avec les 11 618. 11 618 support, reprise de déjà 30 points. Désormais, résistance à 11 680 et 11 730. Quel est le risque? Le risque serait de voir le DAX basculer sous les 11 610. Et alors à ce moment-là, bon bah voilà, ça peut appeler 11 323. Une clôture H4 en dessous, c'est terminé. Tant qu'on tient en H4, on peut tenir durablement ces 11 610. Voilà, c'est moi le décryptage intraday que je peux vous proposer sur ce marché.
Alors, donc je continue de regarder. Donc beaucoup de questions sur le Bund que j'ai déjà évoquées. On va continuer de les suivre. Alors question de Crani, où se trouvent les achats de la Banque Centrale Européenne sur le Bund? Ils sont là, ils sont en permanence. Et c'est pourquoi j'estime que de toute façon, ce rebond des rendements obligataires au sein de la zone euro ne sera pas durable. Mais c'est pas surprenant, il y a sûrement du flux derrière. Et puis de toute façon, j'allais dire qu'il était temps que les rendements se reprennent. Mais voilà, de toute façon, ce type de mouvement allait arriver un jour. Il s'avère que c'est aujourd'hui. Donc, ok, bonjour Sophie 11, bonjour à tous. Alors, beaucoup de commentaires, j'essaye de me dépêcher pour bien tout relever. Le DAX, alors, le DAX, à quoi correspond les 11 600 points? Gilbert, vous nous postez une réponse qui est propre. Il s'agit à la fois de la ligne de coup d'une structure en effet, en épaule, tête-épaule. Il s'agit d'un niveau horizontal propre et il s'agit d'une extension à suivre dans le cadre d'une correction en 3 temps. Si ça cède, c'est en effet pour se replier à 11 300, voire 11 000. Mais ça peut tenir. D'ailleurs, c'est le principe des figures chartistes. Elles sont actives dès lors qu'un cours de clôture permet de la valider. C'est-à-dire, il faut briser la ligne de coup. Et la ligne de coup, elle est là. 11 618. 11 600, quoi. Alors oui, les indices boursiers vont réagir ce soir à la Fed, c'est un fait. Je pense que Fabrice, pour vous répondre sur le taux de change euro-dollar, s'agit-il à nouveau d'une tentative vaine de briser les indices 50? Je pense que la situation est différente désormais. Après, j'ai moi quelques éléments qui m'invitent à penser que ça peut passer. Et j'en ai fait la liste depuis tout à l'heure. Mais est-ce que l'analyse technique donne pour l'instant le top départ? Non. C'est un fait. D'où l'importance des cours de clôture. Mais je pense que c'est encore tout à fait possible d'envisager que ça passe. Donc voilà pour la réponse à toutes ces questions. Concernant le taux de change euro-dollar, je pense l'avoir bien balayé. Alors je poste tous vos commentaires, je les vois, il y en a un certain nombre. Le GBP-USD, j'en ai parlé. Alors Fabrice, ce soir il n'y a pas de conférence de presse de Janet Yellen. Il n'y en a pas. Je vous le garantis, il n'y en a pas. Ce soir il y a simplement un communiqué de presse à 20 h. Et c'est tout. Voilà. Il n'y aura pas de communiqué de presse en fait, c'est une fois sur deux. Donc comme il y en avait eu à la précédente réunion du FOMC, eh bien ce soir il n'y en aura pas. Voilà, écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous laisse ici en temps réel sur le chart de l'euro-dollar. En l'état, le dernier chandelier H4 dont je bénéficie, et c'est cet horizon de temps que j'utilise, entre autres pour les signaux intraday ou swing, le dernier chandelier H4 à ma disposition ne me permet pas de vous dire que la voie est ouverte en direction des 1,1150 voire davantage. Cependant, j'ai malgré tout un biais qui reste positif si le marché tient, allez, je vais me donner de la marge, 1,0960. Si le marché tient 1,0960, 1,0990, j'ai encore envie d'y croire. Après, vous avez simplement ici écouté un point de marché, mon opinion, et cette opinion, elle est, comme vous le savez, purement indicative. Voilà, merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve à 17 h 30 pour l'émission Closing Bell. Un point sur l'indice CAC 40 et les actions françaises qui ont fait le marché aujourd'hui. À 19 h 45, l'émission spéciale par Adriane de la Fed, avec en temps réel l'impact du communiqué de la Fed sur le taux de change euro-dollar, entre autres. Voilà, merci à tous et à tout à l'heure.